bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne-française vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse. Il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon. 11 heures à Winnipeg. Midi à Toronto, Ottawa et à Montréal. 13 heures à Moncton et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuf. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays comme ce rendez-vous est complètement tada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Javiera Segovia, agente de communication et de médiation culturelle, et Sophie Cabot, chargée de projet, pour nous parler de la Maison de la médiation culturelle. Située à la Cité des Hospitalières, un édifice patrimonial de la ville de Montréal, la Maison de la médiation culturelle est la première en son genre au Québec. Mise en place par Artenso, Centre de recherche et d'innovation en art et en engagement social, la MMC, donc Maison de la médiation culturelle, vise à offrir un lieu de rencontre et d'échange pour les personnes travaillant en culture et particulièrement en médiation culturelle. Il s'agit d'un espace visant à soutenir une communauté de pratiques, à favoriser l'intelligence collective et à tisser des liens avec les organismes et communautés locales. Alors, avant d'accueillir Javiera et Sophie sur la petite scène du Café Culture, je vais vous demander d'appuyer sur la touche F de votre clavier. Votre avatar va jeter des confettis. Excellent. Voici un accueil chaleureux. Alors, j'en profite pour inviter Javiera et Sophie à me rejoindre sur scène pour vous présenter la Maison de la médiation culturelle. Javiera et Sophie, c'est à vous. Merci beaucoup, Sven. Merci. Donc, je vais juste partager mon écran rapidement. Et voilà. Parfait. Donc, bienvenue. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui pour cette présentation de la Maison de la médiation culturelle et les communautés des pratiques autour de ce projet. Mon nom est Javiera Segovia, donc je suis, comme Sven l'a dit, agente de communication et de médiation culturelle chez Artenso et je serai accompagnée par ma collègue Sophie Cabot, chargée de projet pour la Maison de la médiation. Donc, je vous présente rapidement Artenso, Centre de recherche et d'innovation en art et engagement social, affilié au Cégep de Saint-Laurent. Notre mission est d'initier et d'accompagner les activités de recherche et des projets innovants avec et pour nos partenaires des milieux culturels, communautaires et institutionnels. Donc, nous travaillons surtout sur des projets de recherche autour des politiques culturelles, des résidences d'artistes, de la culture collégiale ainsi que la médiation culturelle. Avant de pouvoir continuer avec la présentation, je tenais à vous présenter un lexique très bref avec 2 définitions qui sont particulièrement pertinentes pour comprendre notre projet ainsi que ses enjeux. Donc, la première définition étant celle de médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous tenons à la définir parce que nous avons réalisé également en faisant ce projet que le terme médiation culturelle n'est pas un terme qui est standardisé dans la pratique, dans le milieu culturel. Donc, nous, dans ces cas-ci, on va utiliser un terme qui est un extrait d'un guide de recherche qualitatif en médiation culturelle qui est fait par ma collègue Maëlie Saidi et qui est disponible également sur notre site web. Donc, on définit la médiation culturelle comme un champ professionnel de l'action culturelle où s'élaborent des stratégies, des dispositifs et des outils pour améliorer l'accès aux productions culturelles et favoriser l'expression culturelle des citoyens et citoyennes. Donc, la deuxième définition que je vous présente est tout aussi pertinente. Donc, c'est la définition d'une communauté des pratiques. Ici, on la définit comme des groupes de personnes qui interagissent régulièrement pendant une période prolongée afin de partager des préoccupations communes, de consolider leur expertise et de développer des nouveaux savoirs. Donc, cette définition-là, on l'a prise d'une étude à l'UQAM, en fait, qui n'était pas en lien avec le milieu culturel, mais qui est tout aussi vrai comme définition. Le contexte. Donc, en 2020, nous avons commencé un projet appelé la Maison virtuelle de la médiation culturelle. Donc, nous avons lancé ça au printemps dans un contexte pandémique afin de pouvoir repenser
en fait, le métier de médiateur, médiatrice culturelle, qui est un métier qui demande justement le contact humain, la mise en relation. Donc, pour essayer, c'est ça, de créer un peu une communauté malgré le distancement social, nous avons identifié 2 besoins principaux. Le premier étant donc la formation continue et la mutualisation de ressources. Et nous avons répondu à ce moment-là avec des formations express en médiation culturelle sous un format virtuel. Donc ça, c'est des formations qui ont été organisées par Artenzo. Et ensuite de ça, le deuxième besoin était évidemment de briser l'isolement des médiateurs, médiatrices. Et donc, nous avons répondu à ce besoin en créant un espace virtuel de parole et d'échange sur la plateforme Padlet qui s'appelait la Maison virtuelle de la médiation culturelle. Donc, ces besoins-là ont été identifiés évidemment grâce à plusieurs groupes, dont le regroupement des médiateurs et médiatrices culturelles du Québec, RMCQ, avec qui on travaille de très près. Le RMCQ, c'est un organisme à but non lucratif qui a commencé en fait comme une page Facebook en 2018 et qui s'est incorporé officiellement en tant qu'OBNL en 2020. Donc, la mission de cet organisme est de rassembler des praticiens et praticiennes en médiation culturelle afin de contribuer à la valorisation et à la reconnaissance du métier de médiateur, médiatrice culturelle. Donc, ça, c'est les démarches qui ont été faites à partir de l'année 2020 à peu près. Puis ensuite, nous voilà à la Cité des Hospitalières, tel que Sven l'a dit. Donc, la Cité des Hospitalières est un projet urbain d'occupation transitoire qui vise à attirer des occupants avec des valeurs communes et à créer une communauté. Donc, vous voyez que le terme communauté revient encore une fois. Et puis, nous nous sommes installés à la Cité des Hospitalières à partir de l'année passée, en fait, en été, le mois d'août. Et c'était le moment d'avoir un espace physique où on pouvait réellement se rencontrer. Donc, on passe de la maison virtuelle à une maison en présentiel. Je vais céder maintenant la parole à ma collègue Sophie Cabot qui va pouvoir vous parler du projet. À toi, Sophie. Merci. Alors, c'est ça, c'est au moment de la mise sur pied du projet que moi j'entre dans la grande famille, la famille d'Artenzo, à titre de collaboratrice, chargée de projet, comme disait Raviera. Alors, mon mandat, moi, était de monter une programmation. Je travaillais en lien et avec Raviera et avec le comité de programmation qui est constitué de médiateurs, médiatrices qui sont vraiment bien intégrés dans le milieu culturel montréalais. Alors, les objectifs de la MMC, on a dit tout à l'heure que c'était un projet qui était déjà réfléchi depuis quelques années, mais là, il fallait le mettre en place. Donc, c'était de donner un espace et des ressources pour que les médiateurs, médiatrices puissent se rencontrer dans le but, en fait, de co-partager les savoirs, donc échanger sur leurs expériences, sur leurs connaissances, et possiblement de co-créer des outils, co-créer des projets ensemble et présenter aussi des projets de prototypage de médiation. Donc, avec les pairs, pouvoir expérimenter avant de présenter tout de suite à des groupes de public. Donc, la partie réseautage est quelque chose de vraiment important, réseauter entre les médiateurs, mais aussi avec d'autres travailleurs culturels, pour permettre justement une rencontre de différents acteurs du milieu, avec toujours l'intention première de valoriser le travail de la médiation et de faire en sorte que ça puisse être reconnu. Il y a 2 activités qui sont données principalement dans notre première saison de programmation. Donc, l'heure du thé, qui est un format de 2 heures l'après-midi, un mercredi sur 2, où les gens vont venir dialoguer sur un projet précis qui est amené par nos invités. Donc, une question sur laquelle on discute. L'autre format, c'est la salle de jeu qui est de 3 heures, qui se donne de 4 heures à 7 heures, donc un peu plus longue, qui permet justement de présenter des prototypes, donc de pouvoir les tester, de pouvoir en discuter, ou bien d'inviter 2 organismes qui pourront discuter et pourront voir la distinction entre leurs approches par rapport à un même sujet de médiation.
Ensuite, en fait, je peux peut-être... Oh, c'est ça, on va finir aussi notre saison avec une formation sur 2 jours qui est médiation, philosophie et éthique. Donc, c'est aussi pour rejoindre d'autres types de personnes qui ne peuvent pas venir, par exemple, la semaine et avoir, c'est ça, offrir une variété de contextes de rencontres. On peut passer à l'autre diapo. Qui est justement l'ouverture. Donc, c'est récent, comme vous pouvez voir, la Maison de la médiation, c'est la première saison. Le 31 janvier 2023 était l'ouverture. On peut voir ici un petit peu l'ambiance. On a reçu 140 personnes qui sont venues de vraiment différents milieux, différents organismes et réseaux du milieu culturel, même des gens, pas seulement des gens de Montréal, des gens d'ailleurs. Et c'était par un temps de très grand froid. Donc, nous, ça nous a donné le signal que les gens étaient prêts à recevoir la Maison de la médiation et qu'il y avait vraiment un grand intérêt. Ce qui ne veut pas dire qu'on a un grand public à chaque fois, mais il y a toujours un intérêt grandissant, je dirais. Ce qui m'amène à conclure sur ma partie de cette présentation du projet, en fait, c'est que le milieu est vraiment important pour créer des alliances, justement, pour pouvoir créer un réseautage engagé avec des partenaires, dont le RMCQ ou notre comité de programmation. Alors, c'est ça. Merci, Sophie. Donc, on tenait à vous montrer un petit peu la programmation pour vous donner une idée également des activités qui ont eu lieu pendant l'année. Donc, vous pouvez voir, en fait, une des premières activités, même avant le lancement, a été le prototypage d'une activité, en fait, du musée ambulant. Le musée ambulant qui a d'ailleurs aussi fait une présentation ici à l'accélérateur TADA. Donc ça, c'était en novembre. Nous avons eu également d'autres organismes comme l'Opéra de Montréal qui sont venus nous parler de différents sujets. Le RMCQ, vous allez voir leur nom revenir une couple de reprises dans la programmation. Encore une fois, pour parler en fait plus des praticiens et des conditions de travail autour de la médiation culturelle. Et nous avons également intégré d'autres groupes qui n'étaient pas nécessairement en lien direct avec la médiation culturelle, mais qui travaillaient avec des projets, dont par exemple la table de quartier du Centre-Sud. Donc, après, en regardant en fait la programmation, nous avons remarqué plusieurs choses, un peu comme Sophie le disait. Il y a une grande variété dans les thématiques. Il y a un grand intérêt, mais il y a aussi justement un lien à faire dans toutes ces sphères-là du milieu culturel. Et puis, pour mieux comprendre en fait quelle était cette sphère, nous avons fait un portrait très global des intervenants et intervenantes qui sont venus présenter à la Maison de la médiation. Donc, nous avons identifié 3 catégories. La première étant les organismes à caractère éducatif et socio-communautaire. La deuxième, les organismes et institutions culturelles. Et la troisième, les artistes médiateurs, médiatrices. Donc, ne serait-ce qu'en regardant la liste ici, vous pouvez voir, nous avons des musées, des représentants des musées qui sont venus. Nous avons des étudiants, des artistes, nous avons des centres communautaires, des centres d'artistes, des représentants de la Ville de Montréal. Donc, c'est très, très varié, autant en thématique, mais aussi dans le rôle des acteurs. Donc, nous avons des chargés de projet, des directeurs, directrices d'organismes, et des médiateurs culturels, médiatrices également. Donc, pour ce qui est des défis que nous avons pu remarquer, aussi, surtout en lien avec la communauté, encore une fois, c'est un mot qu'on essaie de faire revenir souvent pour cette présentation en particulier. Donc, la mobilisation a été particulièrement difficile au début, surtout parce qu'on venait de commencer le projet et que la communauté, même si elle était présente, elle était un petit peu éparpillée. Donc, quand on a vu 140 personnes venir lors du lancement, c'était assez impressionnant, mais c'était aussi intéressant de voir qu'il y avait des personnes au lancement qui ne se connaissaient pas, alors que les 2 personnes œuvraient dans le milieu depuis longtemps. Donc, c'est la mobilisation d'un réseau qui est un peu éparpillé, mais aussi la participation. Il y avait un grand intérêt de participer à nos activités, mais au moment de traduire cet intérêt-là dans une participation concrète, il y avait un certain écart entre les deux.
Pour ce qui est de la suite de la Maison de la médiation, donc, comme Sophie l'a mentionné, nous sommes à notre première année du projet qui se termine le 14 juin. En fait, c'est une première année de prototypage. Nous sommes aussi rendus à faire un rapport bilan. Donc, nous sommes en train d'étudier un peu, c'est ça, le nombre de participants, les thématiques abordées, etc. Et nous évaluons et visons à raffiner en fait nos besoins en termes d'organisation, structure, de financement et de collaboration. Donc, dans les premières pistes de solutions qui ressortent, ne serait-ce qu'en commençant à faire ce rapport bilan, la collaboration et l'alliance avec d'autres organismes et institutions revient souvent. Vous avez pu le voir, on l'a mentionné plusieurs fois, le fait qu'on soit à la Cité des Hospitalières, au sein d'une communauté, le fait qu'on ait déjà fait appel au RMCQ justement pour identifier les besoins dans le milieu. C'est très important et nous considérons que c'est en fait un chemin à suivre pour l'année 2 afin de pouvoir non seulement recevoir de l'assistance dans l'élaboration du projet, mais également pour pouvoir avoir un accès à un nouveau réseau et avoir plus de visibilité. Donc, je termine en fait ma présentation avec nos prochains événements parce qu'il faudrait qu'on continue à inviter des gens, même si on pense déjà au rapport bilan. Donc, la semaine prochaine, on va recevoir l'organisme Execo qui va venir nous parler de la caravane d'action mobile, qui est un projet d'action citoyenne très, très intéressant, toujours en présentiel ici à la Cité des Hospitalières. Ensuite de ça, nous allons recevoir également, donc dans 2 semaines, la directrice de l'imprimerie standardiste qui va venir nous parler de pratiques éco-responsables au sein de son organisme. Encore une fois, un sujet très pertinent qui concerne plusieurs personnes dans le milieu de la médiation. Et puis, tel que Sophie l'a mentionné tantôt, la formation en médiation culturelle, philosophie et éthique, c'est un peu notre grand événement de fermeture de saison qui aura lieu à la fin du mois de mai, donc le 20 et 21 mai, et qui se déroulera sur 2 journées. Donc, je vous invite à nous contacter si jamais vous avez des questions. Je vous partage nos coordonnées. Sophie Cabot, ses coordonnées sont au début. Vous avez aussi mon courriel et le code QR qui vous mène directement à la page Facebook d'Artenso, où est-ce que vous allez pouvoir trouver toutes nos activités. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci Ravira, merci Sophie, c'est très complet. J'aime bien le petit clin d'œil sur le fait qu'entre Complètement Tada et l'heure du thé, il y a comme des petites des accointances. Je voudrais juste ces événements que vous animez le mercredi, donc en alternance entre donc l'heure du thé et la salle de jeu, ce sont des rendez-vous en présentiel à la Maison de la médiation culturelle. C'est pas des événements qu'on peut suivre en virtuel. Non, c'est ça, malheureusement. Non, pas pour le moment. Oui, c'est ça. Par contre, on a déjà eu une activité en fait en virtuel avec Anne Nadeau du RMCQ qui parlait de la charte de médiateurs-médiatrices qui a été construite par le regroupement. Et donc, c'est ça, on a déjà eu un événement virtuel, mais c'est ça, le concept de la Maison de la médiation, c'est en présentiel ici à la Cité des Hospitalières. D'accord, je comprends. Je voulais juste être. J'ajouterais quelque chose. Oui, puis j'ajouterais un petit quelque chose. Il y avait eu, suite à la Maison de la médiation culturelle virtuelle, c'était un besoin aussi qui était exprimé par les médiateurs, médiatrices, en tout cas du réseau proche. Là. Peut-être que ça changera dans le futur, mais dans un premier temps, il y avait ce désir de se rencontrer en présence. Il faut dire qu'on venait de sortir de la pandémie. Il y avait ce besoin-là qui était fort, mais il y a une ouverture pour aller, pour ouvrir d'autres volets. Oui, je vous pose la question parce que c'est certain qu'on est confronté à ça. Puis là, à l'échelle de la francophonie du pays, c'est certain que les écrans, à un moment donné, ça a un petit peu ses limites, mais ça facilite quand même certains rapprochements vu les distances. Et donc, j'étais juste curieux. Puis bon, donc avant, pour préparer
cette présentation complètement tada. On a jasé de peut-être la possibilité de voir Artenso ou la Maison de la médiation culturelle peut-être un jour arriver sur la plateforme d'Air Ouverte, qui permettrait peut-être d'animer des événements en mode hybride et de faire profiter en fait de votre expertise aussi et des rencontres qui s'y passent. Alors, on y pensera un jour. J'invite le public à se déplacer au micro là où je suis, ce qui vous permettrait d'avoir l'option porte-voix pour pouvoir échanger avec Sophie et Ravira. Puis si vraiment votre avatar est timide, bah, vous pouvez poser votre question dans le chat. Ça me fera plaisir de relayer la question et d'engager la conversation. En attendant, moi j'ai une autre question. Est-ce que, donc pour l'instant, bien sûr, c'est très porté sur, je dirais, Montréal, peut-être le Québec, avec peut-être certains invités en région. Est-ce que il y a je dirais, des velléités à ouvrir des partenariats avec la francophonie en situation minoritaire au pays? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en ligne de mire, peut-être pas forcément dans un avenir rapproché, mais à l'horizon, est-ce qu'il y a quelque chose qui se déploierait au niveau francophone? Sophie, veux-tu répondre à ça? Si je peux, ouais, je vais commencer, puis on s'appuie. Je dirais qu'effectivement, je pense que il y a un besoin, parce qu'on reçoit des appels, des courriels, des demandes, donc il y a un réel besoin partout, pas juste à Montréal, évidemment. Ça, on le sait. Mais effectivement, c'est la première saison, donc on est vraiment, comme on dit, prototypage nous-mêmes, mais on sait que le besoin est là. Donc ça, on peut bien le documenter. Puis je pense que oui, il y aura boule de neige, ça fera effet boule de neige, je veux dire, mais quand, comment, on ne sait pas encore. Donc, il faut consulter un peu le milieu et puis voir comment ça peut être fait. Mais oui, il y a des façons. Puis bon, juste de voir ce qu'on vit aujourd'hui, on voit que c'est une possibilité. Mais probablement que oui, ça va se développer, mais c'est ça. Puis on ne veut pas aller trop vite non plus, mais on sent que le milieu a le goût. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Je vois en commentaire, Jean-François, tu n'es pas si timide, tu peux me dire, tu t'es passé au micro, mais précise, c'est ce que j'allais mentionner, une délégation canadienne qui se rend à la Maison de la médiation culturelle, par exemple, une sorte de collaboration comme ça, si tant est bien sûr qu'on trouve les financements pour les déplacements. Puis évidemment, je plug l'accélérateur TADA de la FCCF qui peut permettre justement ce rapprochement. Totalement dans mon mandat d'aider en fait des collaborations entre le Québec et les francophonies en situation minoritaire du pays. Donc Jean-François, c'est un pensez-y bien. Justement aussi, en fait, c'est ça, on est en train de faire justement le rapport final. On est en train de parler de quels seraient le futur, en fait, de la MMC et c'est quoi l'année 2 concrètement. Donc, c'est sûr que oui, il y a des discussions qui sont en train de se faire en ce moment. Fait que nous, on est ouvert à entendre des propositions et pouvoir en parler au sein de l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut enrichir le projet. Parce que c'est quand même un très beau projet. On a réalisé que c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'intérêt, mais c'est sûr qu'il y a d'autres formes peut-être d'attirer encore plus de participants et de faire encore plus de liens. Oui, puis ce que je vois aussi, puis ça, je veux dire, ça n'engage que moi parce que, évidemment, on a besoin de se parler en équipe et avec les partenaires et tout ça, mais ce que je vois aussi, c'est que ce réseautage-là, par exemple, par Air Ouverte ou en collaboration avec TADA, par exemple, pourrait permettre justement des formations, pourrait permettre des choses qui se font en ligne et puis que le réseautage dans une région puisse se faire aussi, mais en partageant l'expertise, dans le fond, qui est là parmi les différentes provinces, différentes localités. En tout cas, je vois tout de suite qu'il peut y avoir quelque chose de très, très intéressant avec un réseautage interprovince. Absolument. Et de faire bénéficier justement des ressources, des connaissances qui se partagent, des projets, parce qu'on le voit dans le fond, dans la courte expérience qu'on a eue jusqu'à présent. Ravira vous a présenté tout à l'heure les différents secteurs d'activité où on a attiré les gens avec la Maison de la médiation, parce que justement, il y a vraiment une éclosion de la médiation culturelle dans différents milieux par rapport à différentes
problématiques ou problématiques socio-culturelles, je dirais, mais donc qui rejoint beaucoup de monde dans les populations. Donc, il y a ce besoin-là aussi de se former, de connaître un peu comment diriger les projets pour les gestionnaires d'entreprises, d'organismes, de savoir comment on met en place un projet ou un programme de médiation, qui on embauche, comment ça va être quoi les conditions, etc. Donc, il y a énormément de choses aussi parce que le mot médiation culturelle n'est pas encore... on n'a pas un accord commun tous sur ce que c'est. C'est pour ça que Raviera nous présentait la définition. Oui. Jean-François, tu avais une question. Mais c'est stimulant. C'est sûr, oui. Jean-François, tu avais une question, c'est ça? C'est ça. C'est pas une question, c'est plus une suite à la mention de Sven, à mon commentaire par écrit et à ce qui vient d'être mentionné justement par Sophie. Donc, c'est vrai que, de mon point de vue, c'est pas pareil, mais c'est vrai que du côté de la francophonie canadienne, je crois qu'au niveau de la médiation culturelle dans nos organismes, on le fait souvent sans nécessairement se rendre compte que c'est de la médiation culturelle. Exact. On a beaucoup, nos projets sont souvent très larges, c'est-à-dire qu'on est des organismes culturels, on travaille avec d'autres organismes qui sont des organismes communautaires parfois dans nos communautés, on travaille avec les artistes aussi. Donc souvent, on se retrouve à faire des projets qui ont une touche de médiation culturelle sans en être entièrement, mais des fois, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc c'est vrai que cette expertise-là, à développer et à peaufiner, je pense que c'est intéressant. Et à mon avis, il y a des avenues aussi de part, essayer de voir un aspect financement qui peut être présent aussi, aller chercher d'autres partenaires dans d'autres secteurs hors agriculture qui pourraient être intéressés aussi à collaborer parce que forcément, la médiation culturelle, à mon avis, permet ça. Donc, bref, il y a un intérêt et je pense que ça sera à voir ce qui peut être fait. Formation, collaboration, peut-être qu'au départ, une collaboration possible, ce serait peut-être la formation qui, elle, peut peut-être se commencer à distance aussi. Donc, c'est peut-être une piste d'exploration. Voilà, mais merci. Merci. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Allô? Je trouve votre projet super intéressant, puis c'était juste une remarque quand vous avez parlé de votre surprise de voir qu'il y avait beaucoup d'artistes au Québec ou à Montréal qui faisaient de la médiation culturelle, mais qui ne se connaissaient pas. Imaginez pour les artistes hors Québec. Personnellement, je suis au Yukon. On est à des jours de route, des journées de route un de l'autre. On ne se connaît pas non plus en tant qu'artiste professionnel avec notre pratique. On ne connaît pas non plus les projets des autres artistes. Alors, oui, ce serait bien une collaboration, mais ce serait bien aussi en même temps qu'il y ait vraiment un lieu où les artistes hors Québec, on puisse se rencontrer, partager, parce qu'on fait beaucoup aussi de projets avec les écoles en milieu minoritaire qui sont vraiment une pierre angulaire pour chaque communauté. Donc, il y a peut-être un aspect aussi qui est vraiment spécifique à la médiation culturelle qui se passe en francophonie au Québec. Alors, c'était mon petit commentaire. C'est la première fois que j'utilisais mon petit truc pour faire bouger mon avatar. J'ai une belle expérience. Moi aussi. Merci. Merci, c'était un très bon commentaire, j'ai noté. Oui, c'est super pertinent aussi, même en dehors de la région de Montréal, en fait. On a déjà reçu des commentaires. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui se disaient animateurs et qui ne s'identifiaient pas du tout avec la médiation culturelle, ne serait-ce qu'en sortant de la ville de Montréal. Donc, c'est sûr que je ne peux pas imaginer, en fait, au niveau national, ça doit être
quoi, mais ce serait intéressant, comme tu dis, Marie-Hélène, de pouvoir peut-être faire un peu plus de sensibilisation, puis de partage, en fait, d'expérience pour comprendre, OK, mais finalement, on vit un peu la même chose, donc on a les mêmes tâches, on fait les mêmes activités, on peut, c'est ça, encore une fois, mettre nos ressources ensemble et mutualiser pour pouvoir mieux apprendre et mieux avancer dans nos projets. Fait que c'est sûr que ça peut être avantageux pour les gens hors de la région de Montréal, hors de Québec, puis c'est ça, partout au Canada. Et merci pour ton commentaire. Oui, puis l'an passé, j'ai eu le plaisir de travailler avec La Ruchée, puis j'ai contacté beaucoup d'artistes qui travaillent dans les écoles, puis ce qui ressortait, c'est l'isolement, un isolement lourd que les artistes vivent. Bon, on fait avec, là, mais il y avait un grand désir de pouvoir se réunir et de partager. Alors, je trouve que c'est une belle plateforme aussi de le faire avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Marie-Hélène. En fait, je vois l'appétence là. En fait, c'est sûr qu'idéalement, si on est capable de trouver les financements pour déplacer une délégation qui viendrait vraiment physiquement à la Maison de la médiation culturelle à Montréal. Mais je me dis aussi, vu que vous avez une expérience précédente de médiation, je dirais virtuelle, Oui. parce que il y a aussi le Lab Artenso qui anime beaucoup qui a animé en tout cas des cohortes sur la médiation culturelle numérique spécifiquement. Puis il y avait une présentation il y a quelques mois là-dessus. Je me dis, ça serait peut-être intéressant de voir, en tout cas, bon là, je sais que c'est la bilan de l'année 1, mais de voir s'il n'y a pas un moyen de mixer possibilité de délégation qui viendrait vous voir, ou en tout cas d'être capable de partager votre expertise via une plateforme ou un support en virtuel. Donc, c'est intéressant qu'on puisse se parler aussi là-dessus. Absolument. Donc, c'est ça, en fait, nous, on a beaucoup utilisé le Padlet, mais c'est ça, je sens que, puis tout le monde l'a vécu un peu, le contexte pandémique a vraiment fait en sorte qu'on réagisse vite, mais aussi qu'on fasse beaucoup des projets ponctuels. Et donc, la maison virtuelle de la médiation culturelle était un projet plutôt ponctuel. Et là, c'est de là qu'on commence tranquillement à réfléchir à vraiment la maison de la médiation culturelle comme un projet pérenne. Mais ça a aidé. En fait, l'outil numérique nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis, de faire des essais, de voir à quel point il y avait un intérêt. Puis ensuite, de commencer à organiser un peu les besoins ainsi que les ressources qu'on avait. Donc, oui, c'est sûr que l'aspect numérique a été extrêmement important dans la démarche initiale. Mais oui, puis je pense qu'il y a une façon de concilier justement l'aspect très intime qui crée le fait de venir ici en personne à la Cité des Hospitalières. Souvent, on est des petits groupes. Fait que ça donne beaucoup de place aux participants de s'exprimer, de poser des questions, d'avoir des vrais échanges avec des présentateurs qui parlent des thématiques qui concernent directement ces personnes qui assistent aux activités. Donc, c'est sûr que cet aspect-là, on veut le garder, mais je suis convaincue qu'il y a une façon de pouvoir traduire ça un peu plus dans le virtuel pour ne serait-ce que le rendre plus accessible aux gens qui ne sont pas ici physiquement. Oui. Je suis très curieux parce qu'on avait effectivement reçu Sarah Bélanger-Martel il y a quelques semaines qui nous présentait le musée ambulant et on avait abordé justement ce véhicule. Donc c'était quoi, le SVI? Exact. Et puis, donc de ce que je comprends, ça a été prototypé chez vous, enfin donc à la Maison de la médiation culturelle. Est-ce que ça a été prototypé dans le cadre de la salle de jeu, ce que vous présentiez tantôt, donc où c'est sur 3 heures? Je veux juste savoir la mécanique, comment ça a été testé. Ça aurait pu être ça. On n'avait pas encore le nom salle de jeu. On n'avait pas encore cette... C'était un peu comme un lancement parce qu'il faut penser que là, c'était vraiment le début où on mettait en place le projet. Donc, ce sont les premiers. Ça nous a permis de voir que l'aspect prototypage était vraiment pertinent et possible aussi. Donc, c'était un peu présenté comme un lancement aussi de leur projet.
Mais c'était tout à fait la formule prototypage et qui correspond à ce qu'on appelle effectivement la salle de jeu aujourd'hui. Donc, on sait, puis là, il va en avoir, là, parce que le prototypage aussi, pour faire un lien avec ce que disait Raviera, le fait d'être en présence, le prototypage devient aussi, ça devient important en fait pour le prototypage. En tout cas, quand c'est pas un projet numérique, par exemple. Mais je vais avec tout ça. Ben c'est ça. Donc, le fait d'être sur place, d'avoir du temps aussi et qu'il y ait un échange, on l'a déjà vécu avec le MIMUC, l'association des artistes musiciens d'art contemporain. Et puis, ça a été vraiment apprécié. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout en contact, qui n'écoutent pas de musique contemporaine, mais qui étaient présents, mais qui ont pu s'exprimer sur le dispositif en tant que... donc, ça simulait un peu le passant, dans le fond, qui ne connaît pas du tout la musique contemporaine, donc qui était le public cible de ceux qui faisaient le prototypage. Donc, on a été capable, naturellement, de faire un peu, de créer un dispositif similaire, disons, puis créer la rencontre autour de ça, puis voir ce qui fonctionne, ce qui est peut-être à améliorer pour être plus accrocheur, etc., etc. C'est ça qui est intéressant, en fait, de notre programmation en ce moment. C'est qu'on a les deux aspects. Donc, on a l'espace pour réseauter, pour justement exprimer des inquiétudes, par exemple, poser des questions et apprendre de ça. Donc, ça, c'est plus l'heure du thé, pardon. Puis ensuite, on a la salle des jeux où est-ce que c'est vraiment, si on peut, si vous me permettez mon anglicisme, hands-on. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. Puis, c'est de recevoir, en fait, des commentaires directs des gens qui ont aussi de l'expérience en médiation culturelle, mais qui expérimentent la médiation. Donc, c'est ça qui est arrivé avec Sarah. Elle est arrivée avec ses casques de réalité virtuelle et on les a tous essayés. Donc, c'était de passer des commentaires et on était capable de se mettre dans les deux places, en fait. Et je ramène un peu la thématique de la diversité dans la pratique parce que parfois, on reçoit des gens qui ne sont pas du tout, on va dire, familiers avec la musique contemporaine, mais qui œuvrent dans les arts visuels. Et donc, ça permet c'est des gens qui ont de l'expérience en médiation culturelle, mais qui sont aussi un public nouveau pour la musique contemporaine. Et donc, ces deux milieux-là se rencontrent et découvrent que dans certains aspects, ils ont des défis communs. Mais aussi, il y a une autre perception. Donc, ça permet de faire avancer le projet parce que ça les fait penser au projet d'une façon très différente. Donc, c'est ça. Donc, on a reçu Sarah. On va recevoir, en fait, on a invité aussi des gens du Lab Artenzo à venir faire le prototypage de certains de leurs projets. On va avoir un ensemble de 3 artistes danseurs qui vont faire un parcours de la Cité des Hospitalières le 24 mai. Donc, on va inviter des gens du public, en fait, du grand public, mais aussi des médiateurs, médiatrices pour qu'ils puissent venir expérimenter l'activité de médiation culturelle. Puis ensuite, on a un 30 minutes de retour sur l'activité pour pouvoir donner des commentaires, dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça peut être des choses, des détails, en fait, par exemple, la durée d'une activité, comme ça peut être, bon, mais quel est le public? Est-ce que vous êtes sûr que cette activité-là correspond vraiment à ce public? Fait que c'est très, très riche et c'est pour ça qu'on veut vraiment essayer de rejoindre encore plus de gens parce qu'on voit la richesse de ces échanges avec des gens qui viennent des domaines un petit peu différents, mais qui appartiennent au domaine culturel. Et je vois très bien, pour faire suite avec ce qu'on discute depuis tout à l'heure, comment faire une part numérique, intégrer la part numérique, tout ça. Puis je vois très bien, par contre, par exemple, la discussion qu'on a eue sur les conditions de travail avec le RMCQ, qui là devient, on est assis autour de la table, on réfléchit, donc il y a possibilité de faire ça en format soit hybride ou numérique, ou simplement numérique. Fait que je pense qu'il y a vraiment une place. Là, c'est pour l'instant, je pense qu'il faut voir aussi. En fait, on parle toujours de financement, comment on va maintenir tout ça. Là, c'était un momentum aussi. Donc, je pense que quand ça va se clarifier, puis que ça va vraiment se confirmer, qu'on peut continuer à la Cité des Hospitalières, qu'on peut aller de l'avant avec... je pense que c'est à peu près sûr, évidemment, mais
on a besoin de passer cette période de confirmation, je dirais, mais la volonté est là, le désir est là, donc ça va juste se développer, je pense. C'est vraiment un petit peu de temps, financement, effectivement, pour voir... C'est le nerf de la guerre, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des outils qui sont moins coûteux qu'il y a certaines années. Donc, c'est ça, il y a des facilités d'animer des ateliers en mode hybride, justement, où c'est pas forcément des grosses dépenses. C'est du travail d'organisation, on s'entend. Mais c'est ça. Donc, Non, je pense puis aussi de savoir qu'il y a déjà un réseau qui est prêt à, à sauter dans le train, c'est super. De rejoindre, parce qu'en fait, pourquoi on fait ça aussi, c'est de mettre un réseau, de rejoindre. Puis plus ce réseau-là sera fort, plus il y aura une connaissance de ce que c'est la médiation, que les enjeux, on pourra... bon, par exemple, les conditions de travail est un enjeu vraiment majeur pour les médiateurs, médiatrices. Tantôt, on entendait Marie-Hélène sur l'isolement. Ben, c'est très, très commun aux médiateurs, médiatrices partout, là, même à Montréal. C'est nommé, c'est pour ça que c'était devenu un besoin. C'est sûr que ceux qui sont en institution, par exemple, vont avoir un réseau de travail, mais sont souvent les seuls qui sont médiateurs où les conditions de travail ne sont pas toujours meilleures non plus, parce que c'est sur appel, parce que, etc., etc. Donc, il y a vraiment à faire, dans le fond, pour se réseauter, consolider ça, améliorer la pratique, la faire reconnaître et respecter. Excellent. Merci beaucoup, Raviera et Sophie, encore pour votre présentation. Et puis, on va rester à l'affût Donc, la prochaine date, je retiens, c'est le 24 mai. Prochaine date, c'est la semaine prochaine. Ah, semaine prochaine, pardon. Oui, c'est ça. On termine le 14 juin, mais on a plusieurs événements, en fait que suivez-nous sur Facebook, c'est la meilleure façon d'être au courant de tout ce qui se passe. Je vois un petit commentaire excuse-moi Sven, mais je vois un petit commentaire de Samuel. Bien sûr. Puis on pourra répondre. En fait, si vous avez d'autres commentaires comme ça, nous, vu qu'on est en période bilan, ça nous intéresse de recevoir vos suggestions, vos commentaires. Donc, vous pouvez nous rejoindre, c'est ça, en nos courriels respectifs. J'ai mis vos coordonnées dans le chat, justement. Donc, vos coordonnées et évidemment le site d'Artenso qui renvoie vers la Maison de la médiation culturelle pour plus d'informations. Je vais aller chercher tout de suite la page Facebook et la mettre aussi. J'en profite pour dire un grand merci à Tada d'avoir lancé l'invitation. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Le plaisir est pour nous. Et je pense qu'on se dit à bientôt parce qu'on va se reparler de votre projet. Alors, je demande au public de réappuyer sur la touche F pour nous quitter sur une salle d'applaudissements et quelques confettis. Merci beaucoup à tous.